Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Covid, guerre en Ukraine, changement climatique, crise énergétique, montée des extrémismes, l'actualité des dernières années apparaît peu réjouissante et pour une grande partie de la population, et en particulier pour les jeunes, ces crises à répétition sont source d'angoisse, d'anxiété et de perte de sens. Depuis la crise du Covid, les chiffres sont alarmants. Nous assistons à une augmentation significative de l'utilisation des soins psychiatriques urgents, les unités pour adolescents sont saturées, les pédopsychiatres débordés. Comment envisager la suite ? Mise-t-on suffisamment sur la prévention alors que la semaine de la santé mentale s'ouvre? Nous posons la question ce soir à nos invités. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Alors Olivier Luminet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de psychologie de la santé à l'UC Louvain, directeur de recherche chez FNRS, coprésident du groupe santé mentale du Conseil supérieur de la santé. Et par téléphone, nous accueillons Clara Noirom. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au service d'études de la mutualité chrétienne et vous avez notamment travaillé sur une étude qui étudiait l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le recours des enfants et des adolescents aux soins de santé mentale. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet en donnant la parole à deux jeunes. La première vient d'être diplômée, c'est une jeune adulte. La deuxième, ado, séjourne au domaine ULB en centre hospitalier psychiatrique pour adolescents. Elles ont été interviewées par Pierre Skonbrot, vidéaste au Centre d'Action Laïque, qui vient de consacrer un reportage long format à la santé mentale des jeunes. Ça a été le plus compliqué pour moi, ça a été justement quand on a annoncé le premier confinement. Et je me rappelle que je pense que pour la plupart des gens, j'ai vécu beaucoup d'angoisse, d'incertitude face au futur. C'est-à-dire, précisez. J'ai eu la sensation de me sentir enfermée dans une boîte et j'avais l'impression que le futur pour moi n'était plus possible. C'était très flou en fait, j'arrivais plus du tout à me projeter, alors que durant des années je me projetais toujours. Et là, pour moi, je ne savais pas qu'est-ce que le monde, en fait, allait devenir. Et donc, c'est vraiment cette sensation d'inconnu qui était très compliquée à gérer. Pourtant, de base, je ne suis pas une personne, en fait, anxieuse. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai fait mes crises d'angoisse. Je devais être sous surveillance. Ma maman a dû prendre congé pendant quelques semaines, là, parce que je n'avais plus l'autorisation pour les médecins de rester seule. C'était devenu trop dangereux pour moi. Trop dangereux, tu veux dire que tu aurais pu te suicider ? C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu penses à ça ? C'est des pensées que j'ai depuis maintenant 2 ans. Et c'est pas le Covid en lui-même, c'est toutes les conséquences que ça a eu sur nos vies. C'est le fait d'être resté enfermé pendant, je sais plus combien, c'était 1 mois et demi, les uns sur les autres dans ma maison, avec les parents mon père qui faisait le télétravail. Après, ça a été à cause des cours, parce que les cours, on ne pouvait plus suivre. J'ai raté toute une année de ma quatrième. Ma quatrième, je l'ai eu qu'à moitié. Et l'école a beaucoup joué, je pense, aussi dans mon mal-être, parce que j'étais tout le temps stressée. J'arrêtais pas de me dire que j'allais rater. Tout le monde, même les profs, pensaient que j'allais rater, parce que mes points étaient vraiment pas bons. Je suivais bien en cours les années avant. Et là, j'ai eu l'impression que je maîtrisais plus rien, que je contrôlais plus rien, que tout était en roue libre. Et donc on perd pied. On perd pied. Et on commence à tomber petit à petit au fond d'un gouffre et voilà. Et ça devient difficile de remonter. Alors, Olivier Luminet, peut-être une réaction par rapport à ces deux témoignages, avec des mots quand même qui sont forts. On a une première jeune fille qui dit qu'elle était enfermée dans une boîte, l'autre qui dit qu'elle perdait pied, qu'elle n'arrivait pas à remonter. Votre réaction ? Peut-être une première réaction, c'est par rapport au premier témoignage où cette jeune fille explique qu'elle n'arrive plus à se projeter dans le futur. En fait, c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit là parce qu'on remarque que les gens très déprimés au départ, une des caractéristiques, c'est de ne plus arriver à penser au futur. Et le Covid a créé quelque chose de particulier, c'est qu'il a empêché tout le monde de penser au futur. Et donc, on peut de là comprendre aussi pourquoi les dégâts sur la santé mentale ont été aussi forts. Quand vous empêchez des millions de gens de ne plus pouvoir vous projeter, c'est une ressource en fait extraordinaire qu'on a. Et on ne se rendait pas compte avant le Covid qu'on le faisait tout le temps. Je me projette dans 2 semaines, je me projette dans 6 mois, dans 1 an, avec des plans. Et le fait d'avoir tout le temps des plans pour le futur, c'est un processus motivationnel essentiel, en fait. Et donc, en bloquant ce processus,
on a créé quelque part automatiquement toutes les conditions pour fragiliser l'ensemble de la population, mais surtout, et ça rejoint peut-être le deuxième témoignage, des gens qui avaient déjà des fragilités, en fait, des gens qui avaient avant le Covid certaines fragilités. Évidemment, à partir du moment où on met cette condition, on empêche de penser aussi au futur, il y a cette idée de tomber dans le gouffre qui a été évoquée dans le deuxième témoignage, de gens qui étaient déjà quelque part au bord du gouffre. Et puis là, il y a vraiment cette sensation de chute et de perte de contrôle totale sur ce qui se passe. Alors, je le disais en ouverture, évidemment, il y a la crise sanitaire et on va continuer à en parler, des effets vraiment de cette crise sanitaire et de ce confinement à répétition sur la santé mentale des jeunes en particulier. Mais effectivement, cette perte le fait qu'on ne puisse pas se projeter, c'est quelque chose qu'on connaît aussi aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, la guerre à nos portes, avec la crise énergétique. Du coup, est-ce que c'est la même chose, le même phénomène qui risque de se passer encore dans les prochains mois ? Alors, se projeter dans le futur était extrême avec le Covid, je pense, parce qu'on était littéralement coincé chez soi, avec aucun horizon temporel clair par rapport à toutes nos activités habituelles, en fait. Simplement sortir et partir ailleurs voir des gens, qui est une activité auquel on ne pense jamais, tout d'un coup devenait quelque chose d'impensable. Donc, c'est peut-être pas avec la même extrémité, mais effectivement, il y a toute une constellation, je dirais, de phénomènes actuels qui rend l'avenir incertain. Et donc ça, c'est vrai que ça contribue encore à ajouter une charge chez les gens et à les fragiliser aussi par rapport à leur santé mentale, parce qu'effectivement, par rapport à la guerre en Ukraine, on ne sait pas vers où elle va évoluer. Par rapport à la crise énergétique, on n'a pas de perspective claire non plus. Et c'est un constat habituel en psychologie. Apparemment, on est dans l'incertitude, en fait, c'est ce qui génère le plus d'angoisse. Paradoxalement, le fait d'annoncer parfois une nouvelle difficile, mais avec une manière de faire face et un certain contrôle, vous commencez à développer des ressources. Mais quand vous êtes dans quelque chose qui est totalement flou, sur lequel il n'y a aucun horizon précis, ça génère vraiment des phénomènes d'angoisse extrêmement intenses. Alors vous, Olivier Luminet, vous avez lancé avec plusieurs de vos collègues le baromètre de la motivation dès le début de la crise sanitaire. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous aviez décidé de lancer ce baromètre ? En quoi il était important, ce baromètre ? On se souvient peut-être, c'était des enquêtes que beaucoup de Belges ont remplies au début, et d'ailleurs pendant 2 ans, vraiment avec des questions très précises sur comment on se sentait pendant ce confinement. Alors d'abord, rendre à César ce qui appartient à César. C'est Martin van Steenkist de l'université de Gand qui a décidé de lancer ce baromètre tout de suite au moment du début du confinement. C'est un spécialiste de la motivation et donc il s'est bien rendu compte qu'il y aurait des questions de motivation importantes dans une crise qui potentiellement pouvait durer. Moi, j'ai rejoint avec une série de collègues francophones l'équipe à la fin de l'année 2020 et avec cette idée de psychologues de différentes disciplines, psychologie clinique, psychologie de la santé, psychologie sociale, psychologie de la motivation, de comprendre toute une série d'aspects qui étaient en train de se développer avec l'idée que les aspects psychologiques étaient centraux, en fait, vraiment centraux dans cette crise, avaient été trop longtemps ignorés. Et d'investiguer toute une série d'éléments. Pourquoi les gens vont suivre les mesures sanitaires ou pas ? Pourquoi les gens vont décider de se faire vacciner ou pas ? Dans quelle mesure leur santé mentale évolue avec le temps ? Et dans quelle mesure le Covid est la préoccupation principale ou est-ce que d'autres préoccupations voient le jour ? Donc d'avoir eu un suivi régulier, dynamique, de toute une série de facteurs psychologiques qui, on le pensait, allaient avoir un impact sur différents indicateurs, dont la santé mentale. Et très vite, vous avez remarqué qu'il y avait un impact sur la santé mentale, et notamment sur la santé mentale des jeunes. Oui, donc ça, je dirais assez rapidement, on a pu voir des phénomènes de baisse de motivation et des phénomènes aussi d'augmentation de certains paramètres effectivement de santé mentale. Donc on l'a repéré dans le baromètre de la motivation, mais on l'a repéré de manière encore plus aiguë quand avec mes collègues Olivier Éclin et Vincent Iserbit et Fabienne Glovac de l'Université de Liège, on a mené une enquête alors spécifique sur les jeunes de 18 à 25 ans au début de l'année 2021. Donc là, on avait un focus beaucoup plus précis sur la santé mentale, beaucoup plus d'indicateurs. Et là, ça a été vraiment l'effet d'une bombe de voir les résultats. On avait plus de la moitié de ces jeunes de 18 à 25 ans qui étaient dans un état clinique de dépression. Et cette enquête, on avait réussi à toucher pratiquement 10% des étudiants de l'enseignement supérieur. Donc on avait un échantillon de plusieurs milliers d'étudiants, donc vraiment représentatif de la situation des jeunes francophones à ce moment-là.
Mais ce qui est interpellant, parce que là, effectivement, votre enquête, elle date début 2021. Mais ce qui est interpellant, c'est que notamment dans les témoignages qu'on a entendus ici en début d'émission, ce sont des jeunes filles qui ont témoigné il y a quelques mois. Donc on est en 2022, on est 2 ans après le premier confinement. Et la santé mentale des jeunes, on n'a pas l'impression qu'elle s'améliore. Quand on contacte des pédopsychiatres, ils sont toujours débordés. On voit que les unités pour adolescents sont toujours saturées. Donc la situation, elle ne s'est pas améliorée depuis votre étude. Elle ne s'est pas améliorée. Alors un premier problème, c'est sans doute que personne n'a suffisamment vu au départ que cette population elle est très touchée. Or, les études révèlent après que c'est une population qui a le plus souffert en fait de cette crise, mais on s'en est rendu compte que au moins 6 mois après le démarrage de la crise, donc déjà la prise de conscience a été tardive. Et c'est difficile, je pense aussi, au niveau plus sociétal, au niveau politique, de comprendre pourquoi des jeunes qui, on va avoir l'impression, ont beaucoup de ressources, vont particulièrement souffrir de cette situation. Et c'est là que notre rôle de psychologue sans doute était important pour dire, mais 18-25 ans, c'est un âge essentiel de relations, en fait. Et quand on a coupé les relations sociales, ce sont eux qui en avaient le plus besoin. Les autres groupes ont pu plus facilement compenser la situation. On sait qu'avec l'avancée en âge, on est aussi sur un groupe plus restreint et on peut se contenter de ce groupe plus restreint. Mais dans la tranche d'âge de l'adolescence et de la période de jeune adulte, c'est vraiment un besoin vital, en fait, d'être en contact permanent avec un groupe le plus large possible. Et donc, tout d'un coup, couper tous ces liens, ça a créé une situation en fait totalement inédite dans notre société, mais qui renvoyait à cette notion de besoin de connexion sociale qui est fondamentale pour les plus jeunes. Clara Noirom, je me tourne vers vous. Je le rappelle, vous êtes chercheuse au service d'études de la Mutualité chrétienne et donc vous avez sorti une étude il y a quelques mois sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le recours des enfants et des adolescents aux soins de santé mentale. Et c'est vrai que cette étude, elle est assez marquante parce que les chiffres sont vraiment plus qu'inquiétants, sont alarmants. Je pense que c'est d'ailleurs votre terme. Vous montrez qu'il y a vraiment une hausse des consultations pour des raisons de santé mentale pour les jeunes et les enfants. Oui, donc dans cette étude donc, on a publié en effet en décembre 2021, on a d'abord fait en fait un état des lieux vraiment de l'offre et puis du coup on voulait vraiment regarder quelle était l'utilisation et on a pu observer des changements qui étaient directement liés en fait aux conséquences du Covid-19 sur les soins de santé mentale des enfants et des adolescents. Et en fait, on a observé, c'est ça qui est déjà marquant, vraiment une grande sous-utilisation des soins de santé mentale remboursés, qui était particulièrement marquée au 2e trimestre de 2020, donc qui correspond au confinement, et donc qui prouve que toute une série de patients qui en avaient potentiellement besoin n'a pas eu accès aux soins, malgré l'introduction des téléconsultations, qui était une solution louable, mais qui n'était pas suffisante. Et au vu du coup des signaux d'alarme, on en a parlé encore beaucoup aujourd'hui, qui sont lancés par les professionnels de terrain quant à l'augmentation de la détresse psychologique des enfants, cette sous-utilisation et le report des soins qu'elle signale, elle pourrait vraiment avoir des conséquences désastreuses. On le disait déjà en 2021, quand on a publié cette étude, et on constatait déjà à l'époque, en effet, que pour 2021, après la baisse d'utilisation des soins qui avait été observée en 2020, il y avait vraiment la courbe remontait dans tous les indicateurs. Aujourd'hui, on a mis ces chiffres à jour et en effet, c'est alarmant. Le nombre d'enfants qui bénéficient d'un suivi psychothérapeutique augmente, le nombre de consultations augmente, l'occupation des lits dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux et dans les hôpitaux psychiatriques augmente, les interventions urgentes augmentent et le recours aux antidépresseurs chez les enfants augmente. Mais oui, parce que c'est un des éléments aussi qui apparaît dans votre étude, c'est vraiment la hausse de l'utilisation de médicaments antipsychotiques et antidépresseurs pour des enfants, des jeunes enfants d'ailleurs aussi. Donc là, il y a vraiment aussi une hausse de la consommation médicamenteuse, j'ai envie de dire. Oui, donc c'est surtout pour les antidépresseurs que c'est marqué en 2021. On observe que non seulement il y a plus d'enfants qui consomment, mais ils consomment aussi plus de médicaments en moyenne. Donc il y a plus de médicaments qui sont prescrits, donc c'est en effet inquiétant. Avec néanmoins une disparité, on le voit dans votre étude, entre les différents publics. On voit que les publics, par exemple, plus précarisés, ont une consommation médicamenteuse plus importante que les autres.
Tout à fait. Donc, non seulement médicamenteuses, mais aussi, en fait, tout ce qu'on va considérer comme des soins plus lourds. Donc, les hospitalisations et les soins urgents sont, en effet, plus utilisés par les populations précaires. Et donc, ça pose vraiment la question des besoins en soins et de l'importance de la prévention et qui actuellement n'est pas encore rendu assez accessible puisque les prestations chez le psychiatre et chez le psychologue en comparaison sont beaucoup moins utilisées par ces publics. Donc ça c'est vraiment interpellant de voir que alors que il y a un besoin clair chez les enfants qui se trouvent dans des situations de précarité économique. Malgré tout, ils ont très peu accès aux soins préventifs. Alors du coup, je me tourne vers vous, Olivier Luminet, pour réagir sur cette question de la prévention. La prévention, pour vous, c'est toujours aujourd'hui, après 2 ans de Covid, le parent pauvre de la santé, et de la santé mentale aussi. Ben oui, je dirais malheureusement, parce qu'en fait, si on observe la séquence, donc un temps retard avant de se rendre compte des effets sur l'ensemble de la population et particulièrement sur les jeunes. Et maintenant, des tentatives de rattrapage, je dirais, en termes d'intervention curative, qui sont effectivement essentielles. Hein. On voit ces files d'attente qui s'allongent, et donc le fait d'avoir pu engager des psychologues aide effectivement à en partie faire face à cet afflux. Mais en parallèle, il faut absolument investir aussi dans la prévention, parce que si on n'investit que dans le curatif actuel, il y a des milliers d'autres personnes qui se fragilisent pour le moment, qui vont aussi développer des symptômes à l'avenir. Donc il faut en fait agir sur les 2 domaines. Et peut-être que le politique, dans un réflexe d'urgence, s'est dit « parons au plus pressé ». Et c'est chaque fois en fait le grand problème, je dirais, en Belgique, cette question de la planification à long terme et une planification à long terme de cette prévention, de cette promotion de la santé est essentielle, puisqu'elle vise notamment à aider des gens qui sont, je dirais, moyennement fragilisés à faire face à la situation par des interventions collectives avant d'arriver à des interventions individuelles qui sont parfois nécessaires, mais évidemment très coûteuses si chaque personne doit être suivie pendant plusieurs mois quand elle atteint un niveau de gravité extrême. Donc il faut aussi penser à la population de manière large et à démontrer aux politiques qu'en investissant maintenant, on se prémunit de dégâts qui vont arriver 2-3 ans plus tard chez d'autres personnes que ceux qui sont actuellement dans les cabinets de psychologues. Mais du coup, la prévention est plus particulièrement, par exemple, pour les jeunes, ça pourrait prendre quelle forme ? Ça prend quelle forme et qu'est-ce qui pourrait être accentué concrètement ? Alors très concrètement et très facilement, dans les écoles, je veux dire, l'école est le lieu où les jeunes se rassemblent et sont réunis un grand nombre de jours par semaine. Et on a peut-être eu une tendance à dire trop d'années Covid font que les savoirs essentiels ont été négligés, donc repartons sur un apprentissage des savoirs de base plus intense. Mais en fait, il faut aussi que les jeunes à l'école perçoivent l'utilité de ces investissements. Et on assiste pour le moment aussi à des pertes de sens importantes qui font que beaucoup se disent « mais à quoi ça sert ?» Et donc introduire dans l'espace scolaire des moments où les jeunes peuvent s'exprimer par rapport à une série de malaises actuels et pouvoir leur expliquer alors les différents types de ressources qui peuvent être mises en place pour retrouver un certain équilibre, un certain bien-être, serait essentiel. Donc on a les lieux, on a l'espace qui est là, les jeunes sont présents. Il faut maintenant accepter d'investir dans des temps et des formateurs qui peuvent s'adresser à des groupes alors de jeunes. Oui, c'est vrai que on l'a dit dans le reportage de Pierre Schoenbrod qui aborde cette question de la santé mentale des jeunes. Il y a beaucoup d'interlocuteurs qui pointent effectivement le fait que quand il y a eu ce retour à l'école, on a accentué sur les apprentissages. Il fallait absolument rattraper le retard et pas sur des moments de discussion, des choses qui auraient pu être faites, des tables rondes, des discussions des jeunes entre eux notamment. Ça aurait pu changer la donne, vous pensez ? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'on ne mesure pas l'ampleur du changement sociétal qui est là derrière. C'est vraiment chez de nombreux jeunes tout un questionnement sur qui ils sont, à quoi ils servent, à quoi ressemblera leur avenir et pourquoi il faut se remettre dans un système si on perçoit le futur sans avenir. Donc recréer du sens, c'est aussi une priorité absolue actuellement dans l'enseignement. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage de Luz. Elle a 16 ans et je pense que ce qu'elle nous dit correspond si bien à ce que vous venez de nous décrire. Comment tu vois la vie, du coup ? Plate, nulle, sans but ni rien. C'est vraiment
J'essaye de ne pas regarder le futur parce que c'est angoissant et ça a l'air nul et donc ça amène que des idées noires en fait. Zéro idée pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait te soulager, toi? Bah si, mais c'est déprimant quoi. C'est des idées noires. Donc, en fait, quand il y a un problème qui m'angoisse trop, en général, l'issue la plus simple dans ma tête, c'est toujours la mort. Alors là aussi, des mots qui sont durs, des pensées suicidaires. Est-ce que vous, Olivier Luminet, dans les étudiants avec lesquels que vous côtoyez au quotidien dans votre travail de professeur à l'université, est-ce que vous avez constaté vous-même des pensées suicidaires, des gens qui n'allaient vraiment pas bien, ces dépressions, ces décrochages, est-ce que vous les avez constatés vous-même, vous les avez vus? Alors là, je dirais il y a deux niveaux, parce que en tant qu'enseignant, on ne va pas évidemment avoir accès directement à l'état mental de nos étudiants qui suivent un cours dans une relation d'apprentissage. Donc je dirais deux niveaux. Sur les enquêtes qu'on a menées sur un grand nombre d'étudiants au printemps 2021, à l'été 2021, là on était vraiment interpellés par les témoignages ouverts. On leur permettait de s'exprimer librement avec des états de désespoir extrêmement forts, et aussi pour revenir sur les questions de pensée suicidaire et aussi d'automutilation, par exemple, qui est un symptôme très grave en fait en termes de santé mentale. On avait des chiffres qui étaient vraiment extrêmement alarmants, qui étaient nettement plus élevés qu'avant. Donc là, on avait dans des endroits, je dirais, où de manière plus anonyme, des jeunes peuvent s'exprimer. Ils exprimaient ouvertement leur désarroi. Au niveau de ce qu'on peut observer, nous, comme enseignants, on a évidemment accès qu'à une partie des éléments, mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, en termes de présence au cours, elle est en baisse très très forte, en termes de présentation d'examen aussi, en termes de rendre son mémoire en fin de cycle aussi. Et donc tous ces éléments-là sont des éléments indirects, je dirais, d'une situation où il y a problème et vraisemblablement problème de motivation, d'intérêt pour pouvoir assister de manière régulière à leur cursus. Donc c'est aussi cette observation-là, je pense que tous mes collègues font aussi pour le moment, de jeunes qui disparaissent en fait de nos radars, on ne les voit plus. Et c'est ceux en fait qui sont les mieux outillés, qui peuvent rester présents. Notre interlocutrice juste avant, Madame Noiron, expliquait bien, c'est les publics les plus précarisés qui ont le moins accès en fait aux aides qui sont les plus importantes, et donc c'est vraisemblablement aussi de ce côté-là qu'on a perdu un grand nombre d'étudiants, et donc c'est ça aussi qui fait peur, c'est que comment retrouver ces publics qui ont le plus besoin en fait de cette aide psychologique. Oui, vous dites ils sont où? Ça veut dire qu'ils ne sont pas revenus au cours, ils ont disparu, ils ne sont pas venus aux examens, donc vous ne savez pas où ils sont. Oui, c'est ça, parce que l'étudiant s'inscrit par exemple en deuxième session, début juillet, il est inscrit, il a encore la possibilité de se désinscrire, donc quelque part c'est encore une petite trace, je décide de me désinscrire parce que je ne suis pas prêt. Mais il y a ceux qui se sont inscrits et qui ne viennent pas à l'examen sans se désinscrire, eux ils sont vraiment sortis du radar, c'est-à-dire qu'ils ne se manifestent même plus, c'est le moment venu de l'examen. J'ai eu à plusieurs reprises des examens aussi écrits où les étudiants, j'ai ma liste d'étudiants et j'attends et je ne les vois pas, donc ça veut dire qu'ils n'indiquent même pas leur absence, ce qui a toute une série de conséquences pratiques aussi pour le cursus futur. Donc ça a des conséquences négatives. Simplement déjà dire je ne viendrai pas nous les signale et nous permet de les maintenir, je dirais, quand même dans le cursus et avec un contact direct. Ceux qui ne manifestent même pas le fait qu'ils ne présenteront pas l'examen, c'est vraiment ceux qui sortent de cette ligne-là et qui sont de moins en moins atteignables. Alors, tout à l'heure, on a parlé de ce baromètre de la motivation. Ce baromètre, il a cessé d'être financé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va mieux et que ça va aller les prochaines années, et donc plus besoin d'installer ce baromètre? Ou ça veut tout simplement dire que le politique n'a pas pris la mesure de la situation? Alors effectivement, je me demande ce qui se passe ici. Donc alors, il va encore avoir au moins une mesure et peut-être deux. Donc d'ici le mois d'octobre, on va lancer encore une prise de mesure. Mais sur la fin de budget qui nous ont été alloués il y a 2 ans. En fait. Donc on est vraiment sur la fin. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que dans toutes nos propositions de continuer et d'en faire un instrument pérenne, je dirais, on ne sent pas une véritable volonté politique d'investissement à ce niveau-là. Et donc,
Là, de nouveau, c'est ce problème de prospective. Ce baromètre permet d'avoir une idée très précise de l'état de la santé mentale de la population, de suivre l'impact de toute une série d'événements extérieurs et donc de pouvoir offrir aussi des politiques plus adaptées par rapport à la situation existante. Et donc ce manque de monitoring de la situation de la santé mentale en Belgique est évidemment très inquiétante parce que si vous n'avez pas un monitoring de la situation, vous ne savez pas non plus comment agir. Il faut d'abord avoir les données, que ces données soient accessibles par le plus grand nombre possible de gens, avec des mesures précises, pour ensuite se dire voilà l'état aujourd'hui à l'automne 2022 de la situation de la santé mentale en Belgique, en fonction des catégories d'âge, en fonction de toute une série d'autres paramètres. Et une fois qu'on a ces informations-là, on peut se dire, voilà les groupes à risque, voilà les groupes qui nécessitent une intervention particulière, et mettons les efforts à cet endroit-là. Et ça permettrait d'avoir une politique bien ajustée aux besoins exacts. Donc pour nous, effectivement, une très grande déception que malgré l'impact que ce baromètre de la motivation a eu dans la population, et chez le politique aussi, qui a reçu de manière très positive en expliquant qu'ils le suivaient de près, qu'ils s'en inspiraient pour leur politique, de ne pas avoir une volonté de pérenniser ce genre d'instrument qui a pourtant été largement plébiscité par le personnel politique, en fait. Comme s'il n'y avait pas de suivi, en fait. Oui. Mais alors, ce qui est aussi interpellant, c'est que, et c'est peut-être un des points positifs de la crise sanitaire, c'est que même si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal, que les services sont saturés, on n'a peut-être jamais autant parlé de santé mentale, et peut-être en particulier de santé mentale des jeunes. Et il y a encore beaucoup de stéréotypes autour de cette question. Alors, je vais vous faire réagir à ça, mais on va d'abord écouter Sam, elle a 16 ans, et elle nous parle notamment de cette question des stéréotypes autour de la santé mentale. Il y a un moment où moi, ma mère devait me traîner dans ma baignoire comme ça, et mon père, il me disait mais t'es dégueulasse, tu sais pas prendre une douche, tu te fous de ma gueule, prendre une douche, ça demande pas d'effort et tout. Et j'étais en mode pour moi, en fait, ça demande des efforts et tout. Mes grands-parents, c'est pareil aussi. Quand ils ont été voir à l'hôpital, ils m'ont sorti un truc du genre mais t'as rien à faire ici, c'est pour les fous. Parce que je sais pas, ils ont une vision que si tu vas à l'hôpital, c'est vraiment pour être enchaîné et tout. Et si t'as pas besoin d'être enchaîné, t'as pas besoin de l'hôpital. Et c'est un travail pour soi-même aussi. Enfin, je sais pas. Il y a aussi un grand rabaissement. Je sais qu'il y a de plus en plus d'adultes qui essayent surtout des mamans, j'ai remarqué, qui essayent de comprendre et tout, l'hypersensibilité et du coup les troubles mentaux, mais il y a eu vraiment un gros rabaissement avec le confinement. C'est pas assez, c'est pas bien, faut faire plus, pas assez rapide, pas assez comme ci, pas assez comme ça. Alors on entend Sam qui dit voilà, ses grands-parents lui disaient les hôpitaux psychiatriques c'est pour les fous. Est-ce que vous pensez quand même que cette image de les problèmes de santé mentale c'est de la folie, c'est les fous, ça ne nous concerne pas, cette image-là elle a quand même été un peu cassée par la crise sanitaire? Alors je pense qu'elle a certainement évolué et que le grand public a pu avoir une mesure aussi plus précise de toutes les actions que des psychologues peuvent mener par rapport à cette santé mentale, en dehors de l'aspect intervention qui était déjà connu sans doute, d'abord en montrant que ça concerne beaucoup de monde, donc ça n'est pas juste les fous comme on pouvait penser à un moment donné, mais que beaucoup de gens étaient touchés. Et je pense qu'on a pu montrer aussi l'importance aussi du travail des psychologues, justement en termes de prévention et de tout ce qui existe comme formation, tout ce qui existe comme modèle explicatif qui permettent d'assurer une bonne prévention de la santé sur le long terme. Donc, le travail que les psychologues peuvent fournir a été mieux compris certainement à l'issue de cette crise. Mais malheureusement, effectivement, il y a aussi toute une série de tabous qui restent. Alors, ce que je trouve positif, c'est qu'au niveau des médias, l'accueil était en général très positif dans de nombreux médias, et qu'au niveau du politique, je sens aussi une prise de conscience dans l'ensemble des partis politiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est quelques personnes qui ont été sensibilisées par cette question, soit peut-être par leurs études, soit peut-être parce qu'ils ont été confrontés chez leurs proches, dans leur famille, à quelqu'un qui a vraiment décroché au niveau de la santé mentale. Et donc, ce qui n'est pas encore atteint, c'est une perception globale, en fait, de cette importance. Elle émerge dans plusieurs domaines. On sent des sensibilités. Je sens de plus en plus de journalistes sensibles à cette question, de plus en plus de politiques sensibles à cette question, mais pas encore au point de dire que ça doit devenir une véritable préoccupation première, parce que il y va
de l'avenir de notre société aussi, de prendre en compte cette santé mentale. Et ce niveau-là n'est pas encore suffisamment perçu. Ouais, et surtout face aux crises qui nous attendent ou qu'on est déjà en train de vivre, on l'a dit au début, ça va être compliqué à ce niveau-là. Merci en tout cas beaucoup, Monsieur Luminet. Donc je rappelle, vous êtes... professeur de psychologie de la santé à l'UC Louvain, directeur de recherche FNRS et coprésident du groupe santé mentale du Conseil supérieur de la santé. Je remercie également Clara Noirom par téléphone, donc chercheuse au service d'études de la mutualité chrétienne. Et alors, je vous invite, si vous voulez poursuivre cette réflexion, à assister le 11 octobre à la Vénerie à Watermal-Boisfort à la projection du film Tout va s'arranger ou pas, donc de Piers Combrot, dont les témoignages que l'on a entendus étaient issus. Et ce film sera également diffusé sur la la RTBF, le 16 octobre en matinée. Merci beaucoup à tous, merci de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.